Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce tout premier épisode, je pars à la rencontre d'une fromagerie familiale, la Chèvre de Mathilde, située dans le Tarn-et-Garonne. Mathilde et Laurent élèvent une 60aine de chèvres avec amour et transforment leur lait en délicieux fromages fermiers qu'ils vendent sur les marchés locaux. À travers cette interview, Mathilde présente son modèle de production avec transparence et sa volonté d'intégrer le bien-être animal dans son activité. Mais c'est surtout un échange poignant où nous abordons les difficultés d'un petit élevage caprin, ses défis pour rentabiliser son travail et sa vision sur l'avenir de son métier d'éleveuse. Bref, des pépites de réflexion pour que tu comprennes la réalité du terrain. C'est parti! Bonjour Mathilde. Et bonjour Sophie. Merci de m'accueillir sur ta ferme au milieu de tes biquettes qu'on entend autour de nous, elles sont juste à côté. Du coup Mathilde, moi j'avais une première question. Comment t'es arrivée dans l'élevage caprin? Alors, moi j'ai grandi dedans, mes parents faisaient ça. Au départ, j'avais pas forcément envie de faire ce métier, qui est quand même assez plein de contraintes. J'ai fait d'autres métiers et finalement, j'ai quand même eu envie de retourner un peu aux sources, parce que la campagne, c'est quand même un milieu où je m'y sens bien. Donc j'ai pu avoir l'occasion, de par mes parents, d'avoir l'opportunité de m'installer aussi. Sans quoi je ne sais pas si je l'aurais fait aussi, quoi. Alors aujourd'hui tu as un élevage qui est dit extensif et les chèvres ont un parcours de 5 hectares à l'extérieur. C'était une évidence pour toi de leur offrir cette opportunité d'être en extérieur? Oui, pour moi, élever des chèvres, c'était aussi leur donner le meilleur dont elles ont besoin. Donc pour moi, un animal, ça vit dehors, ça a besoin de brouter l'herbe, de voir le soleil. Moi, je voyais l'élevage comme ça. C'était important de garder ce bien-être et ce respect, d'essayer au maximum de leur apporter ce qu'elles seraient à l'état naturel. Parce que j'ai remarqué effectivement que tu faisais très attention au bien-être de tes chèvres. Hein. Tu les considères un peu comme tes filles aussi, j'ai remarqué. Donc l'extensif était une évidence parce que c'est vrai, je rappelle aux auditeurs que dans les élevages de chèvres, tous n'ont pas accès à l'extérieur. Tu as des élevages qu'on dit hors sol, c'est-à-dire qu'elles vont passer toute l'année dans une stabulation et elles n'ont jamais accès aux pâtures. Et c'est surtout lié à une pression foncière. Il y en a certains qui décident en fait de faire de l'élevage caprin à l'intérieur parce qu'en fait il manque d'espace. Et tu me disais tout à l'heure également que c'était aussi un défi que vous aviez avec Laurent. Oui, nous on n'a pas assez de terre pour avoir une certaine autonomie alimentaire. Donc elle mange principalement quand même du foin et de la céréale. L'herbe, c'est surtout quand il y en a au printemps, l'automne. Et c'est un plus, et c'est un complément en sorte, parce que voilà, on n'a pas pu avoir l'opportunité d'acheter des terres. Et quand bien même, il faudrait avoir le temps et le matériel pour les travailler. Oui, c'est sûr qu'il faut le tracteur ensuite pour aller faire son foin. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est une question de choix et Et donc après, on a beaucoup d'agriculteurs du coin qui nous fournissent quand même le foin qui reste assez local. Alors juste avant, tu parlais de bien-être. Alors c'est vrai qu'en ce moment, le bien-être animal, on en entend parler partout. Tu me citais notamment 3 choses. Tu évites l'encornage, c'est-à-dire la coupe de leurs cornes. Tu respectes la saisonnalité des mises bas. Oui. Et il n'y a pas d'insémination artificielle ici. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur ces 3 points et peut-être les expliquer pour les auditeurs? C'est-à-dire, c'est un choix qu'on a fait de respecter en fait les saisons. Parce qu'aussi, on a tous besoin d'un moment de repos aussi. Donc, nous, c'était important aussi de respecter encore une fois l'animal. Et même si on a cette période où effectivement c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas de rentrée d'argent, c'est quand même important pour nous, c'est important de suivre ce rythme. À quelle époque a lieu la reproduction? Donc là, au mois de septembre, octobre, donc on met les boucs. Les boucs sont un peu à l'écart du reste du troupeau toute l'année et on les met à cette période-là. Vous avez vos propres boucs? Voilà, on a nos propres boucs. Donc on est sur une monte naturelle et donc elles vont mettre début février. Voilà. Et donc la période de lactation, elle va durer jusqu'à quand? Là, de mars à peu près jusqu'au mois de décembre.
D'accord. Voilà, ça va être un peu aussi selon l'année que l'on fait, ce qu'on leur apporte à manger, si le foin est de bonne qualité. Ça dépend aussi de plein de choses. Une année n'est jamais pareille, bien qu'on fasse la même chose. Et après, donc de janvier jusqu'à mars, c'est la pause de l'activité Oui. pour attendre la nouvelle mise bas et donc la nouvelle période de lactation. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour faire des fromages, il faut du lait de chèvre et pour faire du lait de chèvre, il faut forcément une gestation. Ces 3 pratiques que je citais tout à l'heure, donc le refus de couper leurs cornes, l'insémination artificielle que tu ne pratiques pas ici et le fait de respecter les saisons naturelles de mise bas. D'ailleurs, c'est pas forcément des critères qui sont respectés dans le label agriculture biologique, parce que le label, il y a possibilité de faire de l'insémination artificielle. Donc tu vas au-delà du cahier des charges de l'agriculture biologique. Pour toi, ce n'était pas nécessaire d'être certifié? Non, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on leur donne, on est capable de l'expliquer aux gens, on n'a rien à cacher et à prouver. Enfin, nous, on le fait comme nous, on aimerait qu'il soit et qu'on le consomme, quoi. On ne le fait pas pour suivre une mode ou un mouvement ou juste pour faire... On pourrait pour se démarquer, effectivement, parce que sur un plan de vue commerce, on irait sans doute à y gagner. D'avoir un label, ça nous offre quand même des accès à des points de vente qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. D'accord. Et alors pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas voulu vous labelliser? Parce qu'on trouve que ça nous pose des contraintes. C'est beaucoup de paperasse. On n'a pas envie de travailler pour faire du papier. Voilà, ça se paye aussi un label. C'est pas gratuit. Donc il y a toutes ces conditions où il faut rentrer dans le cadre et des conditions qui n'ont pas forcément du sens pour nous aussi. Mais enfin, c'est pas pour autant qu'on a envie de suivre ce mouvement commercial, je sais pas comment dire, cette mode. Nous, on est sur une chose authentique et on a juste envie que ça reste comme ça. Il serait mieux qu'il n'y ait pas de label et que les gens puissent voir d'eux-mêmes. Mais bon, après, voilà, ça demande une autre démarche. Oui. Mais nous, en tout cas, les gens peuvent venir et voir Et donc tu es transparente avec les consommateurs qui viennent acheter tes fromages sur les marchés. Oui, c'est ça. Oui. Et tu leur expliques ton mode de production. Disons que nous, on recherche un contact relationnel de confiance. Alors là, on est dans la salle de traite exactement. Tu m'expliquais que tu avais choisi avec Laurent de privilégier la monotraite le matin. Pourquoi ce choix de fonctionnement? Trop traire, on le sait, ça fatigue. Donc déjà, c'était un premier critère que voilà, nous, ce qu'on veut, c'est préserver nos chèvres au maximum. On les fait bien grandir, on leur donne tout ce qu'il faut en fait pour qu'elles soient performantes, on va dire. Donc c'est pas pour rapidement s'en débarrasser. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles durent ces chèvres et qu'on les fatigue le moins possible. Puis on a eu aussi à un moment des problèmes de mammites qu'on a résolus en se mettant en monotraite. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait disons que ça stimule moins la maladie, on va dire, quoi. Est-ce que tu peux rappeler en quoi consistent les mammites pour les auditeurs, s'il te plaît? Une mammite, c'est une infection de la mamelle. Ce qui se passe, c'est qu'on est sur des staphylocoques principalement, et c'est très dangereux donc, pour la consommation et pour elle aussi, parce qu'elle peut, à terme, si on ne s'en occupe pas, faire une septicémie, c'est une infection. Bon, la plupart du temps, on le soigne, mais on perd le quartier de la chèvre. Après, voilà, les mammites, il y a aussi la traite, l'hygiène aussi en litière, qui doit être aussi correcte. Sur un milieu sec en chèvre, il ne faut pas que ce soit humide. Donc la monotraite, c'était une évidence aussi bien pour respecter la chèvre et ne pas la fatiguer, en tout cas sur le long terme, et aussi au niveau de la qualité du lait, tu m'expliquais. La qualité du lait, oui. Donc on va perdre un petit peu en volume, mais on va s'y retrouver au niveau de la richesse, parce que ça va concentrer en fait le lait. Et pour transformer en point de vue fromage, on a une toute petite perte en fait qui est pas considérable par rapport au gain de temps surtout qu'on a. En plus, voilà, il y a aussi cet argument-là, c'est qu'on a plus de traite le soir, qui nous oblige à revenir et c'est pas forcément évident en fin de journée. Oui, avoir une traite matin et soir, c'est un temps fou à considérer et effectivement, ça joue sur l'équilibre de vie. Oui, c'est ça, le nôtre et le leur. Et puis de toute façon, il arrive un point où naturellement elle diminue ce lait. Donc quelque part, en fait, on accompagne un peu la lactation. Elles n'ont plus envie le soir, de toute façon. Certaines veulent plus faire traire. Ça se comprend. Voilà. Tu m'emmènes sur un sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec toi, qui est lié au métier d'éleveur.
avec ton conjoint, comment vous gérez cette partie d'équilibre de vie? Vous avez 3 enfants, les chèvres, il faut s'en occuper 365 jours par an. Hein, c'est des êtres vivants, on ne peut pas les abandonner. Pour partir en vacances, c'est pas évident. Comment vous gérez ça avec Laurent? Au début, c'était compliqué, évidemment. Surtout qu'on a un couple aussi, donc il faut qu'on trouve ses repères aussi. On vit ensemble, on travaille ensemble. Bon, après, il faut aussi sacrifier ses week-ends, souvent. Maintenant, ce qu'on met en place beaucoup, c'est qu'on essaye de condenser notre travail sur la matinée, de façon à libérer des après-midi plus que des journées entières, parce que c'est pas possible dans notre cas, mais plus se libérer des moments en fait dans la journée. Et puis depuis l'an dernier, donc on livre le lait en partie à la laiterie. Tout le mois d'août, on a livré exclusivement à la laiterie, ce qui nous a permis de nous libérer en fait de la partie transformation et vente marché. C'est ça. Et là où on a pu trouver une personne uniquement pour soigner les chèvres. Vous êtes parti pour la première fois en vacances l'année dernière. Pendant une semaine. C'est une rareté dans le métier de l'élevage. C'est une rareté. En plus, on a eu beau temps, enfin, tout était royal. La chance. Cette année, vous allez pouvoir recommencer? Alors, on met en place le projet, toujours au mois d'août. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne trouve personne de qualifié et de disponible en plus au mois d'août. Parce qu'il y a en plus ce double difficulté, c'est que le mois d'août, beaucoup de gens sont en congé. Oui, donc, il faut une personne qualifiée pour assurer la traite. Donc, alors, pas forcément qualifiée, mais motivée, parce que nous, on peut former la personne, c'est pas si difficile que ça en soi. Après, il faut apprendre à céder aussi cette confiance, parce qu'on n'est pas seul à pouvoir s'occuper des chèvres. Voilà, chose qui était peut-être différente aussi du temps de mes parents, qui avaient du mal à se détacher, à penser qu'ils étaient le seul à pouvoir faire comme ça, et voilà. Donc on change quand même de mentalité. Tu conseillerais d'apprendre aussi à déléguer, du coup, Bien pour sûr, essayer de trouver son équilibre de vie. Oui. Tu m'expliquais que la coopérative, c'est une nouveauté. Normalement, avant, vous faisiez que de la transformation. Voilà. Pourquoi cette décision? Alors, pour plusieurs arguments. Déjà parce qu'on a un volume de lait qui est trop important par rapport à nos ventes. Les ventes mettent plus de temps à se développer que notre capacité finalement à savoir faire du lait. On a eu la période de confinement où ça a été catastrophique pour nous puisqu'on nous a coupé les marchés, donc on ne pouvait plus vendre. Et donc là, à la différence de ceux qui vendent déjà pour des coopératives, ils ont dû, eux pouvaient vendre leur lait puisque les coopératives ont continué à fonctionner en fait. Oui, ça n'a rien changé pour eux. Ça n'a rien changé pour eux. Voilà, il y avait ces arguments-là. Et de plus, parce qu'aussi, beaucoup de laitiers se mettent aussi à transformer à la ferme, à faire comme nous finalement. Et donc on se dit pourquoi pas aussi, nous, quelque part, s'assurer un peu un certain revenu. Parce que de vendre du lait, on est sûr que notre production part. Faire du fromage, c'est une chèvre. Apparemment, il y en a une qui s'énerve là. Tu n'es pas d'accord? Elle n'est pas d'accord. Voilà, mais donc du coup, faire du fromage, c'est moins sûr de le vendre. Les marchés, ça reste quand même assez aléatoire pour plein d'autres raisons. Donc voilà, il y avait aussi... oui, parce que ça a été difficile pendant le confinement, parce que les chèvres, elles sont là, la lactation, elle est démarrée, lancée, voilà. Et il faut les traire quotidiennement. C'est ça. Et donc, tu te retrouves avec une denrée alimentaire périssable. Tu ne peux pas stocker le lait indéfiniment. Exactement. Donc, faut le valoriser. Donc, tu m'expliquais qu'il y a des moments où vous avez dû, en fait, jeter... Ah oui, on a passé plusieurs mois à devoir jeter parce qu'il n'y avait pas de débouché. On a essayé de mettre en place des paniers, des drives, mais c'est compliqué quand les choses ne sont pas déjà mises en place dès le départ, on ne peut pas accueillir comme ça. Oui, même s'il y a eu beaucoup de démarches qui se sont mises rapidement en place, c'est difficile après de s'adapter très rapidement. Hein. C'est ça nous a quand même assez planté le travail, ouais. Et donc ce nouveau marché avec la coopérative qui vous prend une partie de votre lait, en tout cas le surplus que tu ne transformes pas en fromage, c'est assez nouveau. Ces coopératives transforment de plus en plus leur propre lait en fromage. Et tu m'expliquais également que c'était une sorte de concurrence maintenant pour toi. Oui, ça l'a toujours été, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'eux, ils ont une façon de produire leur fromage qui est de type industriel. Et nous, on a une façon plus fermière de le faire. Et du coup, on a cette diversité du goût et cette différence de produits qui fait qu'on est concurrents, mais on n'est pas vraiment sur une même égalité, j'ai envie de dire, quoi. Voilà.
faut comparer ce qui est comparable. Mais effectivement, c'est une concurrence puisque voilà, eux, c'est ce qu'ils consomment le plus. Ce qui est le consommé le plus, c'est le fromage industriel, hein, c'est comme ça. Oui. Donc oui, c'est du coup une concurrence, oui. Parce que eux, forcément, ils sont beaucoup plus compétitifs face aux grandes surfaces. C'est ça, exactement. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Quelles sont tes difficultés aujourd'hui dans ta partie de commercialisation ? C'est de trouver les débouchés. C'est assez fermé, en fait. On a du mal à trouver on aimerait bien avoir des magasins un peu fixes, de façon à avoir des livraisons régulières, voilà. Et ça, on a du mal à trouver. Souvent, ça reste trop aléatoire, ça marche un petit peu et puis ça finit par plus marcher. On a fait plusieurs groupements, mais voilà, ça tient pas la route. Qu'est-ce qui nous manque ? Je sais pas, des moyens peut-être, physiques de gens aussi qui motivent, c'est pas évident. Et on manque aussi nous, ce qu'il nous faudrait finalement, c'est un emplacement où les gens puissent avoir facilement un libre d'accès, comme un supermarché, mais avec des produits... Un local de vente. Ouais, un local de vente, mais qu'avec des produits de producteurs. Mais voilà, ça existe, mais c'est vrai que ça reste quand même assez fermé. Et ça reste quand même assez petit en termes de distribution encore, quoi. Oui. Et fermé dans quel sens, tu veux dire ? Disons que... alors moi, je suis pas trop au courant. C'est vrai que je m'occupe pas trop de ça, de m'investir plus dans les magasins, dans la partie paperasse, tout ça, demande. Je suis pas trop au courant. C'est vrai que je suis plus sur mon métier. Ça nous enferme un peu aussi d'être éleveur et toujours être là. On a un peu du mal aussi à s'orienter vers d'autres choses. À se détacher. À se détacher, effectivement. Donc beaucoup, un projet de magasin, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup de réunions auxquelles malheureusement, on n'a pas tellement le temps et l'énergie de faire. Et donc, on n'est pas forcément au départ de l'investigation de ce magasin. Et du coup, on n'a pas forcément des parts importantes aussi. Parce que souvent, c'est des producteurs aussi. Et voilà, ils mettent plutôt leur production en avant plutôt que celle des autres. Et comme ça reste encore assez petit, j'ai envie de dire, peut-être qu'il n'y a pas assez de place encore pour tout le monde. Voilà. Et donc ça m'amène à une autre question qui est les grandes surfaces ou les supermarchés. Est-ce que tu as essayé de t'orienter vers eux ? On a eu essayé. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas assurer les prix. Nous, on ne travaille pas. Il faudrait qu'on ait des gros volumes, mais ça ne correspond pas du tout à notre dimension de travail. Et on n'est que deux aussi. Donc il y a le prix. Et effectivement aussi, ils ne nous assurent pas une certaine sûreté en fait. Parce qu'on sait très bien que la concurrence est là et que dès qu'ils trouvent moins cher, la place est prise pour l'autre, quoi. Donc un manque de fiabilité au final. Oui, bien sûr, et de confiance finalement, quoi. On n'a pas ce lien de confiance que l'on a avec certains de nos clients et de collaborateurs. La confiance que tu retrouves en tout cas quand tu fais ta vente directe sur les marchés. La vente directe et aussi bien aussi par certains magasins, un point de vente que l'on a. On fait confiance quand même à des intermédiaires qui vendent nos produits et qui savent les valoriser. Je ne suis pas sûre qu'un supermarché, il valorise... Et après, c'est ce que tu disais aussi, c'est les ventes en supermarché, ça ne met pas forcément en avant tes pratiques d'élevage, qui sont différentes qu'un éleveur de chèvres qui va avoir un cheptel de 300, 500, 600 chèvres. Dans le rayon, on ne fait pas de différence, effectivement, entre mon produit et le sien. On ne ferait pas la différence, oui. Et qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, ça me met au fond en colère. Je suis assez dégoûtée. Parce que au fond, j'aimerais juste vivre de mon métier. Pour mes parents, ça a été le cas. Maintenant, c'est 30 années qui se sont passées et les choses ont bien changé. J'avais une idée peut-être un peu utopique de tout ça. Mais je gardais en l'espoir que c'était quand même assez possible dans l'idée que quand on veut faire ce qu'on aime, voilà. Mais on se rend compte qu'on est confronté à des choses qui sont beaucoup trop énormes pour nous, les grandes surfaces, des décisions commerciales qui se passent au sein des villages, tout ça. Bon, nous, on ne fait pas tellement partie prenante de tout ça, on est un peu mis à l'écart. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est contradictoire avec tout ce qu'on entend. On parle de plus en plus de petits producteurs, de produits de qualité. On dénonce beaucoup de grosses industries qui font des saloperies.
Mais ça continue. Donc c'est incompréhensible parce que moi, à mon niveau, en fait, on se rend compte qu'on ne nous aide pas du tout. On nous enfonce même plus que ça. On est petit et du coup, on n'est pas intéressant. J'ai une anecdote où un grand fromager de Toulouse nous avait contactés pour faire partie de leur rayon fromagerie, qui est une très bonne fromagerie. Quand on s'y est présenté, donc on a fait l'entretien, on a proposé nos produits, on a expliqué comment on élevait. Eux, c'était pour cette raison-là qu'ils étaient intéressés, pour la qualité de notre élevage. Et au final, en discutant, on s'est rendu compte que ce qui les intéressait, c'est d'avoir nos produits un peu comme vitrine dans leur magasin, mais que lorsqu'ils avaient des bons marchés, c'est-à-dire des mariages, des banquets, ils faisaient appel à des industriels qui avaient aussi cette étiquette fermière. Donc ces fameux éleveurs que je parle souvent, qui font aussi de la transformation, qui peuvent assurer un volume et un prix. Voilà. Ouais, et donc ils ne nous font pas travailler en fin de compte. Oui, c'est en fait, on est là beaucoup pour l'image et pas tellement pour nous faire travailler. Ouais, le produit d'appel vraiment, mais derrière en fait ils vont favoriser des producteurs qui sont à même d'assurer de grandes quantités. Oui, et on qui, pourrait du coup, suivre. Ont des coûts très faibles parce que c'est des grandes et on ne nous donne pas l'occasion, l'opportunité d'évoluer en somme. Voilà. C'est triste à dire, dit comme ça. Oui, mais ça peut paraître triste, mais c'est vrai, on est souvent confronté à ça. Et comme on l'a vu, même pour le confinement, on s'est retrouvés tout seul. On n'a eu aucune indemnité de l'État, rien du tout. On n'existe même pas, en fait. Dans tout ce qui a été dit, on n'existe même pas, en fait. On est vraiment livrés à nous-mêmes et ça ne s'arrange pas aujourd'hui. Comment tu vois l'avenir ? Eh bien, nous, l'avenir, on aime beaucoup nos chèvres, on aime beaucoup notre métier, parce que c'est le cadre de vie aussi qu'on a choisi. Bon, bien sûr, on a des avantages à côté autres que financiers, puisque le but n'étant pas financier, on le savait déjà, mais bon, on espérait quand même vivre décemment. Oui, tu fais ça par passion. Hein. Voilà, et pouvoir aussi vivre décemment de ce métier. Alors, c'est pas le cas, c'est difficile. On est obligé de dépendre des aides sociales, dont on n'a pas du tout envie, parce que voilà, on a beaucoup de comptes à rendre, on n'a pas envie. Voilà, on a choisi d'être autonome. C'est pas pour étaler notre vie privée aussi, donc. Et ça devient compliqué parce que voilà, on nous restreint de plus en plus. Par exemple, là, moi, je suis conjointe collaboratrice. C'est un statut qui nous permet de travailler à deux, d'avoir un statut, de pouvoir cotiser aussi, d'avoir une assurance maladie, d'accident. Mais je paye des cotisations sociales, mais en contrepartie, je ne prétends à aucun salaire. Donc pour nous, c'est une façon facile de pouvoir travailler à deux sans avoir à payer des cotisations. Bon, aujourd'hui, ce statut, maintenant, il le limite à 5 ans, alors qu'avant, c'était illimité. Donc maintenant, on se retrouve bien embêté parce qu'il va falloir que moi, je trouve un autre statut pour justifier de mon travail ici. Oui. Sans quoi, je ne peux pas dire j'ai le droit de vendre sur le marché. Ou voilà. Je suis obligée de justifier de mon activité. Il faut que tu sécurises ton activité ici. Bien sûr que j'ai le droit de le faire. Voilà. Donc il va falloir que je trouve un autre statut. Et l'avenir, on ne le voit pas tellement dans les biquettes, malheureusement. On a d'autres projets qui vont venir compléter, en fait. On aimerait maintenir cette activité parce qu'on l'aime et on aime aussi, faire un produit de qualité du début jusqu'à la fin. Et on voit bien que les gens sont contents de ça. On a envie de rester dans cette dynamique, mais on a envie aussi de vivre un peu plus parce que voilà, on a besoin aussi on a des projets et on est bloqué financièrement. Donc Est-ce que tu peux nous partager ce projet ? Est-ce que c'est lié avec le secteur agricole ? Alors nous, on aurait un projet en fait de faire de la location à la ferme, mais d'avoir des petites structures, petits chalets ou autres. On réfléchit à tout ça. Des gîtes à la ferme. Voilà, mais sur un concept de nuit insolite. Super intéressant. On a ici le cadre. C'est vrai qu'on est au milieu des collines, c'est magnifique. On n'a pas de route à côté, pas de vis-à-vis. Voilà. C'est un projet qu'on aimerait mettre en place pour pérenniser l'activité en fait d'élevage finalement, quoi. Donc, moi, je vois bien que tu essayes de diversifier parce que y a ce projet-là que tu viens de citer, mais aussi dans ta transformation de produits, tu as commencé avec des fromages, mais tu as aussi fait maintenant des yaourts. Tu m'expliquais également que tu souhaites développer la partie glace artisanale. Donc tu es toujours en perpétuelle recherche de nouveautés pour attirer, on va dire, le consommateur sur tes marchés. Oui, et puis pour pérenniser notre entreprise, on voit bien que les achats changent aussi.
Le fromage, c'est plus considéré comme avant aussi. Moi, je vois bien toutes les femmes enceintes, elles vont plus consommer du lait cru. C'est une chose que ça, il n'y avait pas avant, on ne voyait pas. Il y a cette notion de sel, de gras, de cholestérol. Les gens font beaucoup plus attention. Donc c'est vrai que rapidement, le fromage commence à être quand même assez mis à l'écart. La consommation diminue. Il y a aussi la partie des végétaliens qui ne veulent plus aussi consommer des produits d'origine animale. Ça se rajoute aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. On voit bien que le fromage, finalement, mais c'est pas primordial dans un repas, quoi. Donc on voit bien aussi qu'il y a le développement des yaourts aussi, qui se faisait beaucoup moins à l'époque de mes parents, par exemple. Donc on a développé ça. Et maintenant la glace, parce qu'on voit qu'il y a une demande aussi, parce que le produit n'existe quasiment pas en fait. Alors merci Mathilde, on arrive bientôt à la fin de notre échange et j'ai bien aimé cette partie à la fin parce que je voyais que ça te tenait à cœur, que tu as pu libérer ta voix et transmettre en tout cas ce qui te pesait dans ton métier d'agricultrice et d'éleveuse et tes inquiétudes par rapport à l'avenir aussi. Plus le fait que c'est un métier où tu ne peux pas forcément te dire j'envoie tout balader et demain je pars en vacances à l'autre bout du monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors j'avais juste une dernière question. Quel serait l'écho que tu voudrais envoyer aux auditeurs si tu avais un seul message à envoyer? Ce serait lequel? C'est difficile, ça. Un seul message. D'une façon générale, moi j'aimerais bien que les gens ils reviennent un peu plus aux sources, aux choses qui ont vraiment de la valeur. J'ai l'impression que c'est ce qu'aimeraient faire les gens, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils font dans leur quotidien. Peut-être je me rends pas compte, c'est juste des états de fait. Mais voilà, on voit bien que la consommation des gens change. Et ça me fait peur, j'ai l'impression qu'on s'éloigne en quelque sorte de nos origines, entre guillemets. Peut-être ça va un peu loin, mais on vient de la nature. Et on s'en éloigne beaucoup. On se rend même plus compte qu'il y a des saisons. Et ça, en fait, ça me fait un peu peur. Mais voilà, je me dis que peut-être... il faudrait que les gens essayent de se reconnecter davantage. Ouais, je pense que c'est dans l'air du temps. Mais il ne faut pas que ce soit une mode. Et donc, il y a une dissonance entre les dires des gens qui veulent changer leur mode de consommation et en réalité leurs actions, qui n'est pas forcément... Alors, je prétends pas, parce que c'est dur pour tout le monde aussi. On aimerait pouvoir faire comme ça, mais on ne peut pas. Oui, c'est sûr Plein de choses nous bloquent. D'inflation à l'heure actuelle, c'est compliqué. Je comprends bien. Mais je pense que ça vaut quand même le coup de quand même continuer à essayer de... Et de soutenir les ouais, voilà. De pas c'est pas une fatalité, quoi. Merci Mathilde pour ce partage et je te dis à bientôt. Merci, avec plaisir. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.